Bon, décortiquons tout ça. Aujourd'hui, on fait une plongée dans un sujet vraiment colossal. Colossal, c'est le mot. Bonjour tout le monde, je suis ravie d'être là pour en parler. Oui, salut Ève. Alors, il suffit de se projeter un instant dans le passé, plus précisément en 2017, les portes de l'Hôtel-Dieu de Montréal et de la Cité des Hospitalières se ferment. Définitivement oui. Un complexe médical immense qui, du jour au lendemain, se vide complètement. C'est ça. Fini les médecins, les patients, le bruit des urgences, et la métropole se retrouve avec ce géant endormi sur les bras. Une coquille vide monumentale en plein milieu d'un tissu urbain hyper dense. Et surtout, on parle d'un terrain chargé d'histoire. C'est littéralement l'une des emprises foncières les plus stratégiques de toute l'île de Montréal. Oui, sauf qu'aujourd'hui on est en 2026 et ce site sort en fin de sa torpeur. On entre dans la phase concrète. Et pour bien comprendre ce qui s'y passe, on a épluché pas mal de documents. Oui, on a croisé beaucoup de sources. Les publications de wikiresidence.ca, celles d'infodrone.ca, et bien sûr le fameux plan d'urbanisme et de mobilité 2050 de la ville, celui qui a été adopté en juin 2025. Exact. Sans oublier le rapport du groupe d'experts sur l'avenir des bâtiments hospitaliers excédentaires et tous les documents de la communauté Saint-Urbaine. L'idée de notre exploration, la mission d'aujourd'hui en fait, c'est de comprendre comment ce complexe médical est devenu un vrai baromètre pour la ville. Un test grandeur nature, carrément. C'est l'épreuve ultime pour voir si une métropole peut réinventer un espace public géant sans céder à la facilité de tout vendre au privé. C'est exactement ça. Et l'analogie qui me vient en tête quand je regarde les plans, c'est celle d'un vieux porte-avions à la retraite. Oh, j'aime bien l'image. Bah oui, imagine un immense navire gris stationné en plein centre-ville. La logique capitaliste normale serait de le vendre pour la ferraille au plus offrant, non? Bien sûr, pour le démanteler, faire du profit. Voilà. Mais là, au lieu de ça, on a une véritable armée de citoyens qui a décidé de monter à bord pour en faire un village flottant, autogéré, avec ses propres règles. Et cette analogie du porte-avions, elle illustre parfaitement le défi. Parce que s'emparer d'un tel territoire, ça demande une ingénierie sociale incroyable, surtout vu la géographie. Ah oui, on est entre la rue Saint-Urbain, l'avenue des Pinces et l'avenue du Parc. C'est le plateau Mont-Royal, juste aux portes de la montagne. Exactement. Et la pression immobilière là-bas, c'est juste l'une des plus fortes au pays. Et c'est là qu'intervient la communauté Saint-Urbain ou la CSU, une coalition créée en 2013. Mais attends, on parle de près de 60 organismes. Oui, 60. C'est énorme. Mais comment c'est possible? Je veux dire, t'as des groupes qui défendent le patrimoine, d'autres qui gèrent l'itinérance. Comment tu mets 60 agénats différents autour d'une table sans que ça finisse en chaos bureaucratique total? Ce qui est fascinant ici, c'est vraiment leur mécanisme de ralliement. En fait, le ciment de toute cette coalition, c'est d'avoir identifié une menace commune. Vendre le site à des promoteurs. Voilà. Ils ont tous compris que pour bloquer ça, ils devaient présenter un front uni, une alternative inattaquable pour changer le zonage institutionnel vers un usage mixte, tout en gardant le terrain public. Et ils ont structuré ça autour de 3 piliers, c'est ça? Exactement. La CDC Action, Solidarité et Grand Plateau pour le côté administratif, la coalition communautaire Milton Park qui est pionnière en logement coopératif et le comité logement du plateau. C'est une base solide. Et ça a permis de ramener tout le monde. La mission Albreury, Jeunesse au Soleil, le Centre des femmes de Montréal. Même Héritage Montréal et les Amis de la Montagne pour veiller sur le paysage. Ouais, et l'atelier Habitation Montréal ou Reitz de la Bossière pour l'ingénierie technique. Mais ça a pris du temps, non? Énormément de temps. De 2013 à 2022, c'était vraiment la phase de mobilisation. Des études de faisabilité complexes, en grande partie financées par le risque. Le réseau d'investissement social du Québec. C'est ça, et ça a permis de chiffrer les choses pour les consultations de l'OCPM. Ensuite, entre 2022 et 2026, il y a eu cette occupation transitoire. La fameuse clinique Covid et le refuge d'urgence dans les pavillons vides. Oui, l'urbanisme tactique, parfait pour faire le pont vers le projet pérenne qu'on voit aujourd'hui en 2026. Bon. Alors parlons-en de ce projet pérenne. Maintenant qu'ils ont les clés du fameux porte-avions, qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur? Le nerf de la guerre, c'est le logement social et abordable. Le plan directeur, c'est 300 à 310 unités d'habitation. Avec une cible stricte de 20% de logements totalement hors marché, c'est bien ça, hein? Exactement. Protégé de la spéculation pour toujours. Et l'aménagement est un vrai défi. Environ 150 unités vont s'insérer dans les 3 pavillons historiques, Le Royer, Jeanne-Mance et Masson. Et le reste? Les 160 autres seront dans 2 bâtiments neufs construits sur les anciens stationnements asphaltés. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que j'ai quand même une grosse objection. Je t'écoute.
requalifier des bâtiments historiques du 19e siècle en pierre massive pour faire des appartes modernes. On s'entend que c'est un cauchemar financier, non? C'est sûr que c'est pas simple. Je veux dire, on parle de couloirs immenses pour des lits d'hôpitaux. Isoler des murs d'1 mètre d'épaisseur, percer la pierre pour la plomberie, ce serait pas juste plus simple et moins cher de tout raser et de construire des beaux blocs modulaires neufs? C'est le réflexe classique de l'industrie de la construction, de tout jeter par terre. Mais ici, le choix repose sur le concept d'habitation durable, et particulièrement la question de l'énergie grise. L'énergie grise. Aïe, Ah, tu vois, si on démolit, on perd tout ça. on perd cet investissement, oui. Et en plus, on rajoute le coût carbone faramineux des bulldozers, du transport des gravats et de la production de béton neuf. C'est fou. C'est un calcul environnemental qui change tout. Donc on garde la structure massive pour éviter de libérer des milliers de tonnes de gaz à effet de serre. Absolument. Et ces logements, ils vont accueillir des familles, des aînés, des étudiants, des personnes à risque d'itinérance. C'est une vraie mixité. Ouais, et la santé reste présente. Le pavillon Le Royer continue avec la mission Allbrookery. Il y a des espaces prévus pour un centre de chirurgie ambulatoire. Le musée des Hospitalières reste là, au moins jusqu'en 2027. Sans oublier le CPE, les ateliers d'artistes et les jardins communautaires. C'est une mini-ville résiliente. Sauf qu'un hôpital, à la base, c'est une forteresse. C'est fait pour être fermé, pour isoler les malades, et cet écosystème génial à l'intérieur, il ne peut pas fonctionner si ça reste emmuré. Et c'est pour ça que le projet déborde sur l'urbanisme autour. L'interface avec la ville est complètement repensée, surtout sur l'avenue des Pins. Oh oui, l'avenue des Pins. Entre Saint-Laurent et l'avenue du Parc, c'est méconnaissable en 2026. Ce n'est plus l'autoroute urbaine d'avant. On parle de pistes cyclables unidirectionnelles, protégées et même surélevées. Avec les bus 80, 129, 144 et le terrain préparé pour le futur tramway du PUM 2050. Mais le truc qui me fascine le plus dehors, c'est le verdissement. Les anciens stationnements. Oui, c'est l'inversion totale d'une vieille tendance urbaine. Dans les années 60, on rasait le paradis pour couler de l'asphalte. Là, on fracture l'asphalte, on restaure les sols et on plante plus de 150 vrais arbres. C'est une micro-forêt. Et si l'on relie cela à la vue d'ensemble, cette déminéralisation, c'est une arme majeure contre les îlots de chaleur. L'asphalte qui recrache la chaleur la nuit, c'est fini. Voilà, on remplace le noir par une canopée qui va carrément modifier le microclimat du secteur. Et socialement parlant, on a maintenant une vraie place publique rue Jeanne-Mance, un grand parvis devant la chapelle. Ça connecte naturellement les piétons vers le Mont-Royal. Et cet afflux de piétons génère une prime de valeur économique pour les commerces de la rue Saint-Denis juste à côté. Ça dynamise tout le quartier. Complètement. C'est une vision qui transforme un actif excédentaire gouvernemental, un truc qui coûtait une fortune juste à chauffer, en un générateur d'économie sociale qui freine la gentrification. Bon, alors, qu'est-ce que tout cela signifie quand on parle d'argent? BGC. Parce que là, on a décrit le paradis, des pistes cyclables surélevées, du patrimoine sauvé, des centaines de logements sociaux, une micro-forêt. Tout ça, en 2026, ça doit coûter un bras. C'est quoi la réalité financière? C'est vrai que c'est le nerf de la guerre. Le site est bien dans les priorités budgétaires de Montréal. Mais un plan, c'est pas des chèques signés. Il faut finaliser les ententes avec le provincial et le fédéral. Exactement. Et les montants donnent le vertige. Juste pour l'hébergement transitoire, on estime ça à 57,5 millions de dollars. Waouh! Et la ville a aussi mis 5,2 millions pour l'inclusion des personnes immigrantes entre 2024 et 2026. Et le risque, en finance solidaire, a absorbé les études de départ. Mais le plus gros défi, c'est qu'ils refusent la spéculation privée. Et cela soulève une question importante. Habituellement, pour payer un projet pareil, on vend un coin du terrain à des promoteurs pour faire des condos de luxe et ça finance le social. Mais la CSU a dit non. Ils ont bloqué ça. Tout reste 100% dans le gérant public. Donc c'est la métropole qui est testée. C'est un bras de fer pour voir si on a vraiment la capacité et les fonds pour créer un milieu de vie complet sans dépendre des promoteurs privés. C'est le laboratoire ultime de l'urbanisme public du XXIe siècle. Prouver que l'obsolescence d'un bâtiment n'est pas une fatalité. Quel chemin parcouru quand même. D'un hôpital silencieux en 2017 à ce projet hybride en 2026. Ce porte-avions est devenu le cœur battant du quartier, juste par la force d'une coalition citoyenne tenace. C'est un modèle hyper inspirant. Absolument. Et pour ceux qui nous écoutent et qui regardent leur propre ville changer, ça pose une question fascinante. Si ce modèle a réussi à sanctuariser un complexe monumental comme l'Hôtel-Dieu. Quel sera le prochain, oui? Exactement.
Pensez à ces immenses tours de bureaux au centre-ville, vidés par le télétravail, ou ces gigantesques centres commerciaux fantômes en banlieue, entourés d'asphalte. C'est vrai qu'il y a un potentiel énorme. Si on a pu faire ça avec un hôpital séculaire, quel autre géant de béton pourrait subir une réappropriation citoyenne aussi radicale? La vraie question pour l'avenir, c'est vraiment à qui appartiendra la ville de demain? C'est la question à 1 million de dollars. Ou à plusieurs millions dans ce cas-ci. Merci d'avoir fait cette plongée avec nous aujourd'hui.